Bon matin à tous. Je suis ravi d'être là pour animer ce premier atelier. Je pense que ça a déjà été dit, la table a été dressée. On a une crise du logement qui est là. Pouvoir y répondre, ça nécessite de prendre de bonnes décisions. Et il est certainement sage de se dire qu'il n'y a pas de bonnes décisions sans de bonnes connaissances. Pour produire de bonnes connaissances, je pense que nous sommes ici pas mal convaincus que ça prend de bonnes données. Mathieu Laberge l'a un peu évoqué, des données, il y en a. Je pense qu'on pourrait parler d'un écosystème de données. Il en existe plein. Il en existe produites par le secteur public, par le secteur privé. Il en existe aussi produites par le secteur académique. C'est parfois difficile de s'y retrouver et donc on avait voulu, avec cet atelier, essayer de faire un point sur quelles sont les données qui existent, comment sont-elles rendues accessibles, de quoi avons-nous besoin, quelles données pourraient exister mais n'existent pas encore ou ne sont pas encore mises à disposition, quels sont les défis que les utilisateurs de ces données doivent affronter pour pouvoir y avoir accès. Donc pour ça, nous avons 4 intervenants de qualité qui viennent des différentes parties, je dirais, de cet écosystème. Donc nous avons Lucas Loboguero à ma droite, qui est économiste et analyste chez JLR. Et donc JLR, c'est le secteur privé. C'est une entreprise privée qui produit des données et aussi des analyses. Et donc Lucas, qui est économiste de formation, qui a travaillé au fédéral avant chez Invest Canada, va pouvoir nous présenter un petit peu ce que fait JLR en matière de données. À la droite de Lucas, nous avons Brahim Boualam, qui est chef du programme du programme canadien de la statistique du programme sur la statistique du logement canadien, PSLC. Voilà, de Statistique Canada. Pour la petite histoire, Brahim, c'est un ancien collègue de l'UQAM qui est passé maintenant au fédéral. On a coécrit ensemble. On a travaillé ensemble aussi à Statistique Canada. Et donc, Brahim va nous présenter à Statistique Canada, donc organisme public s'il en est, ce qui est fait en matière de production de données et aussi d'analyse. Et je pense que sur ces analyses, à partir des données, je pense qu'on pourra les penser en termes de continuum et il pourra nous dire un petit peu comment Statistique Canada se positionne sur le continuum des analyses en matière de données. Autre organisme public majeur dans l'écosystème canadien en matière de données sur le logement, la SCHL. Et nous avons donc avec nous l'immense plaisir d'avoir Kevin Hughes, économiste en chef adjoint, un économiste en chef adjoint de la SCHL qui travaille à la SCHL depuis 25 ans, je crois, c'est ça, produisant des analyses sur le logement, notamment au Québec et dans les provinces de l'Est du Canada. Et donc, quelque part, Kevin nous fera le pendant de la présentation de Brahim pour la SCHL. Et enfin, last but not least, nous avons avec nous Jean Dubé, professeur économiste, professeur à l'Université Laval, à la faculté d'aménagement, spécialiste d'éco-urbaine, qui travaille notamment beaucoup sur les déterminants des prix des logements. Et Jean pourra ainsi nous faire part, lui, du point de vue là, des chercheurs. Donc pas tant en termes de résultats, mais en termes d'utilisation des données, qu'est-ce qu'on en fait et justement quels sont ces défis auxquels on fait face en tant que chercheur pour pouvoir travailler. J'ai assez parlé. La parole est maintenant à Lucas. Donc oui, le panel va s'organiser comme ceci. 15 minutes d'intervention de chacun des intervenants et puis ensuite une discussion ouverte avec la salle. Parfait, bonjour. Ok, ça fonctionne. Bonjour, je voulais déjà commencer par remercier le Cyrano pour cette invitation. C'est une très très grande opportunité de pouvoir présenter JLR et un petit peu nos données. C'est une belle petite entreprise, c'est un petit joyau québécois. Moi, petite histoire personnelle, j'ai grandi en France, mais je suis arrivé ici au Québec et je suis arrivé chez JLR assez récemment. Et j'ai découvert une entreprise qui s'est faite vraiment par des gens qui ont commencé de rien, et qui ont réussi à monter une entreprise qui aujourd'hui a été rachetée par une grande entreprise américaine qui s'appelle Equifax. Donc c'est quand même la possibilité de démontrer qu'il y a la possibilité d'avoir de l'innovation à tous les niveaux au Québec et d'avoir quand même des belles réussites économiques. JLR aujourd'hui se concentre sur le traitement de toutes les transactions qui sont faites sur le registre foncier. Ce qu'il faut comprendre, c'est que
dans une des plus grandes années qui a été 2021, on a eu 650 000 transactions à peu près qui sont passées. Mais sur ces dernières années, on peut s'attendre à 450 000 transactions par an à peu près. Alors le travail de JLR, c'est un travail d'amont, de collection déjà de toutes ces transactions. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de petites mains qui sont obligées de travailler très très dur pour aller extraire ces données à différents points, parce que c'est pas centralisé justement. Donc le travail de JLR, c'est de centraliser en partie ces données. Une autre partie aussi, c'est de faire le traitement de ces données, qui est quand même relativement complexe, parce que beaucoup de ces données sont pas des données qui sont ordonnées, c'est très brut, c'est beaucoup de PDF, et donc une grosse partie du travail, ça a été le développement d'un logiciel OCR. OCR, c'est un logiciel de lecture automatisé qui permet de lire, par exemple, des PDF ou des documents texte. Ça a commencé en 1986. Bon, depuis, on a quand même beaucoup avancé. La société a été vendue à Equifax en 2017 ou 2018, j'ai même plus la date, en 2016. Non, 2018, pardon, excusez-moi. Puis c'est une entreprise qui a commencé de manière totalement manuelle. En fait, c'était littéralement des gens qui allaient collecter des dossiers papier un peu partout au Québec, qui ont pris des photos, par exemple, d'une quantité énorme de propriétés. Et ça a commencé avec des jeunes, des cousins, des enfants de personnes dans la famille. C'est vraiment une petite entreprise familiale qui a commencé comme ça. Donc, prochaine slide. Voilà, au total, on a quand même presque 5 millions de propriétés. Et oui, c'est 450 000 transactions par an à peu près qui sont mises à jour. Et c'est une quantité quand même assez énorme d'informations. On a de l'information depuis la fondation JLR. Par contre, la base de données présente plus d'informations qui datent à peu près de 2004. L'information la plus ordonnée et la plus fiable, on pourrait dire que c'est entre 2003 et 2004, je pense, sans dire de bêtises. Pour le coup, cette information, depuis 2004, elle est vraiment fiable et on peut faire des données en série temporelle qui sont quand même relativement précises, et on peut quand même faire un petit demi-tour dans le temps, ce qui pourrait être assez intéressant pour voir l'évolution du marché du logement au Québec, parce que avoir un snapshot de différents moments dans le temps pour pouvoir se dire quand est-ce qu'il y a eu des moments de hausse, quand est-ce que le volume de vente a augmenté, quand est-ce que le prix de vente a augmenté, pouvoir faire aussi une petite comparaison avec le lag qu'il y a entre l'augmentation des prix du logement et le taux d'intérêt. Aussi, il y a de la donnée publique qui serait capable de dire est-ce que l'immigration a un poids, par exemple, sur le volume de logements transigés. C'est des questions qui sont très très intéressantes, et la base de données JLR vous donne la possibilité d'avoir un accès assez phénoménal à une très très grande quantité de données. Voilà, donc JLR, c'est quand même aussi une plateforme. Ça a été racheté par Equifax, mais ils ont quand même maintenu la grosse majorité de leur architecture qu'ils avaient déjà avant d'avoir été rachetés. Et c'est quand même un site internet assez fourni qui rassemble une grosse quantité de données. Alors, c'est pas seulement les transactions, hein, c'est aussi des données de Statistique Canada, des données de Post Canada, les données des municipalités. C'est une grosse quantité de données que vous pouvez avoir. Vous pouvez faire des recherches par nom de propriétaire, vous pouvez faire des recherches par adresse, vous pouvez faire des comparables aussi qui sont très très intéressants. Les comparables vous permettent, par exemple, lorsque vous voulez évaluer le prix d'une propriété, on a un modèle de prix, bon, pour pas aller dans les détails, mais c'est un modèle de cluster, en gros, qui regarde des comparaisons entre le prix, la superficie, qui sont les informations générales qui nous servent la plupart du temps à regarder. On a un comparateur qui vous donne des propriétés qui sont à peu près équivalentes dans un rayon donné. Et vous pouvez faire une sélection. C'est quand même un outil qui est très très prisé, par exemple des évaluateurs qui ont besoin de ce genre de données. Ça, c'est aussi en partie les informations que vous présente la plateforme de JLR. Alors, il y a plein de manières différentes de pouvoir extraire ces données. Vous pouvez les avoir de manière brute. Vous pouvez faire des rapports personnalisés. En fait, c'est comme si vous aviez accès à... Alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est une requête SQL ou SQL, mais c'est comme si vous pouviez faire de manière un peu simplifiée des requêtes pour faire des recherches directement par vous-même. C'est un outil qui est quand même relativement intuitif, hein, donc produire des rapports
c'est quand même relativement facile sur cette plateforme et vous avez toute cette quantité d'informations. Une information qui est très très importante, par exemple, c'est l'évaluation municipale. Lorsque vous avez une évaluation municipale, vous avez quand même un estimé récent qui a été fait par la ville sur votre propriété. Donc c'est quand même un outil assez intéressant. Souvent, les propriétaires par exemple d'une maison individuelle ont de la difficulté à estimer un bien entre le prix du marché, entre le prix des autres propriétés qu'ils ont autour d'eux, mais aussi la qualité du logement qu'ils ont. Donc, l'évaluation municipale donne quand même une valeur donnée à un moment, qui a été une estimation qui a été faite, et c'est quand même une donnée assez importante. Alors, la vraie question qui nous intéresse aujourd'hui, quelles sont les données manquantes et si JLR doit partager des données, dans quel genre de modalité ça doit se faire? Alors, un des gros problèmes qu'on a, c'est l'accession aux données MLS, par exemple. Alors, quand vous pensez à données MLS, pensez à ce qu'il y a à l'intérieur d'un bâtiment. JLR, quand ils ont accès à une transaction, ils ont accès à ce qui se passe à l'extérieur du bâtiment, c'est-à-dire la superficie du bien. C'est-à-dire le prix auquel il a été transigé et tout un tas d'informations. Par contre, les données MLS, c'est la superficie à l'intérieur du bâtiment. C'est le nombre de salles de bain, c'est le nombre de chambres. Et ça, c'est très très important pour pouvoir estimer un bien. Et malheureusement, on n'a pas accès à ces données. C'est quand même relativement compliqué d'y avoir accès, je dirais, en gros, dans une grosse base de données d'un coup, et pour pouvoir l'extraire et pour pouvoir l'utiliser. JLR n'a pas accès à ça. Les données de zonage aussi, ça c'est une requête qui se fait de manière souvent indépendante, c'est requête par requête, donc c'est très très difficile à extraire aussi. Il faut savoir aussi que l'un des problèmes en accessibilité de la donnée, c'est pas forcément le fait que la donnée soit pas accessible, c'est est-ce que c'est légal de le faire. C'est pas forcément toujours légal de faire ça quand on a de la donnée qui est publique. Par exemple, je vous donne une autre donnée que j'ai pas pensé au moment où j'ai fait cette présentation, mais une des données qui nous intéresse, c'est une des choses qui détermine est-ce que votre logement est cher, mais vous y pensez pas, c'est combien coûte votre énergie. Quel est le coût de votre facture d'électricité? Si votre facture d'électricité est élevée, vous allez payer votre bien peut-être un peu moins cher. Il va falloir le rénover. Donc ça, c'est une donnée, par exemple, qui est produite publiquement par Hydro-Québec. Si vous êtes intéressé de louer un appartement à Montréal, vous pouvez aujourd'hui aller taper cette adresse sur le site d'Hydro-Québec et regarder une estimation qui est faite, je crois, sur 12 mois, si je ne dis pas de bêtises, qui vous donne à peu près le prix mensuel que vous allez payer en hydro. Alors c'est lissé, hein, parce que bon, on est au Québec, forcément, il fait très froid en hiver, donc vous allez peut-être payer beaucoup plus cher. Mais ça, c'est de la donnée, par exemple, qui est protégée par un CAPTCHA, mais n'importe quelle personne qui sait à peu près utiliser un ordinateur correctement sait extraire ces données-là. Par contre, est-ce que c'est légal? Absolument pas. On ne peut pas les utiliser. Les données de zonage aussi, c'est quand même une donnée. Les données de zone inondable, pardon. C'est aussi une donnée qu'on n'a pas. On n'a pas accès aux données de zone inondable. C'est pas. Alors, JLR reçoit quand même relativement souvent. Là, assez récemment, j'ai reçu une demande d'un étudiant pour avoir des estimations de prix médian dans la majorité des municipalités au Québec. Alors, Equifax, c'est une société privée et leur problème, c'est que la donnée qui identifie des personnes soit diffusée. Il y a toujours un problème de confidentialité quand on parle de données de cet ordre-là. Puis quand vous travaillez avec de la donnée publique en général, c'est souvent ce qui vous est dit, c'est qu'il ne faut pas divulguer de l'information personnelle à des gens. Donc c'est très très important que quand vous faites une requête, si vous êtes un étudiant, vous êtes dans le monde académique ou vous voulez faire une requête pour ce genre de données, la majorité du temps, il faut que ce soit des données ou des calculs qui n'identifient personne. Donc par exemple, si vous me faites une demande de moyenne au Québec depuis 2003, il n'y a aucun problème.
Ça n'identifie personne. Une autre considération, c'est qu'il faut quand même que vous rentriez dans un accord avec JLR et que vous engagiez à utiliser cette donnée comme vous nous l'avez indiqué. JLR, c'est quand même une compagnie privée avec des institutions financières qui achètent la donnée. Ça coûte cher. Disons que les licences académiques servent à faire de la recherche et faire avancer un petit peu toutes les questions en recherche, mais il faut quand même être conscient de ça. Je peux vous dire, sans vous donner un nombre exact, que la majorité des demandes sont raisonnables et sont acceptées. Donc il n'y a relativement pas de problème. Voilà, ça c'est un peu l'ensemble des informations que vous pourriez avoir sur le registre foncier du Québec. Bon, je vais faire assez rapidement. Mais ce que je vous invite à regarder, c'est directement les transactions. Elles sont quand même disponibles publiquement. Regardez pour vous intéresser. Si vous voulez savoir ce qu'on peut vous produire comme données, regardez ce qu'il y a sur une transaction qui passe par le registre foncier. Là, vous aurez toutes les quantités de données que vous voudrez pour vous dire, par exemple, on peut vous donner la vente, on peut vous donner l'hypothèque, on peut vous donner les hypothèques légales. Bon, il y a une grande quantité de données, mais ce que je vous invite à faire, c'est d'aller au moins regarder un modèle PDF d'une transaction pour voir ce qu'il y a dessus. Et vous aurez quand même pas mal d'informations à ce sujet-là. Je pense que je vais peut-être écourter maintenant, puis il reste 2 minutes. Ouais, c'est bon. Donc n'hésitez pas si vous avez quelconque question. Après, le reste, c'est plus... je vous invite à aller regarder vraiment la plateforme de JLR. Elle est quand même relativement accessible. Une grosse partie de mon travail, moi, c'est aussi de produire de la statistique et des études économiques de manière assez continue, c'est-à-dire de manière trimestrielle et mensuelle. On a des rapports de vente. L'un des derniers rapports, par exemple, qui a été cité, c'est le rapport des mauvaises créances. Vous irez voir les dernières conclusions. Pour regarder un peu, enfin, allez vous amuser avec le site de JLR. Je pense que vous pourrez quand même avoir accès à une grosse quantité d'informations, même sans être directement client avec JLR. Peut-être une des dernières informations que j'aimerais donner, c'est qui sont les clients de JLR. Alors, il y a les courtiers, forcément, les évaluateurs, mais aussi des ministères, des institutions publiques, et la majorité des grandes banques, en fait, utilisent nos données. Je crois que JLR avait commencé avec Desjardins pour un modèle d'évaluation il y a peut-être une dizaine d'années, et c'est là où ils sont passés de faire des simples rapports avec des statistiques descriptives sur le marché immobilier à vraiment faire de l'évaluation un peu plus précise, des modèles de prédiction quand même un peu plus poussés. Et là, aujourd'hui, les banques sont quand même assez clientes d'une grosse partie de la stat et même d'une partie de notre analyse statistique un peu plus poussée. Voilà. Merci beaucoup, Lucas. On a eu là un aperçu de données, notamment de données de transactions, qui sont donc fondamentales pour comprendre des dynamiques de marché immobilier. Avec Brahim, on va avoir un panorama de ce qui se fait à StatCan, mais notamment, Luc avait commencé à parler de questions d'appariement entre différentes sources de données. Une des originalités des travaux récents de Statistique Canada en termes de production de statistiques sur le logement, c'est justement de travailler sur ces appariements entre bases de données. Brahim, tu as 15 minutes. Oui, parfait. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Donc oui, comme précisé par Florian, je vais faire un petit tour d'horizon de la statistique sur le logement et Statistique Canada avec une perspective donc sur la production des données, de ce qu'on fait exactement. Je ne vais pas pouvoir parler de tout. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont produites, mais l'idée c'est simplement que vous ayez une petite idée. Et puis je suis là toute la journée aussi, donc si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Donc, comme Florian avait dit tantôt, avec le terme d'écosystème au niveau des données, c'est le cas en général, mais c'est aussi le cas à Statistique Canada. Il y a vraiment beaucoup de données sur le logement qui sont produites. Vous avez des exemples de programmes statistiques qui en produisent ici.
Il y a une variété de données qui sont produites parfois par des programmes statistiques qui sont intégralement dédiés aux questions de logement, parfois de façon indirecte. De façon indirecte, un exemple typique, ça va être les comptes nationaux. Les comptes nationaux ne sont pas dédiés à la question du logement, mais vous allez retrouver des éléments intéressants sur l'industrie de la construction résidentielle, par exemple. Donc, de la même façon qu'il y a une variété de programmes statistiques, aussi, la façon dont on approche les questions de logement, que ce soit en recherche, mais aussi en termes de production de données, c'est quoi le logement? C'est très, très hétérogène. Pour certains d'entre vous, avec une perspective de chercheur, ça peut être vraiment une vision de marché, des prix, des propriétés vendues, etc. Mais le logement, c'est bien plus que ça. Et puis, ça a été mentionné rapidement au début, l'itinérance fait aussi partie des questions de logement. Donc, il y a tout un spectre autour de ces questions-là. Et la façon dont on va pouvoir répondre ou essayer de produire la statistique pour les différents segments de ce spectre-là, est vraiment dépendante de l'objet d'étude, de la population qu'on veut viser. On ne va pas utiliser les mêmes méthodes. Okay. Et une distinction que je considère comme étant très, très importante au niveau de la production de données moderne, on va dire, qui est faite, c'est la différence entre les données d'enquête et les programmes qui sont basés sur des données administratives. Donc les enquêtes, vous voyez ce que c'est, on a une population cible, on va la contacter, on va poser des questions. Les programmes basés sur des données administratives, pour la plupart, vous voyez aussi l'idée, mais ça va être à l'inverse, on va poser aucune question, on va envoyer aucun questionnaire, il n'y aura pas nécessairement de population cible, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'utiliser, de collecter de l'information qui existe déjà et de la traiter afin de produire de la nouvelle statistique. Donc un exemple typique de données administratives, ce sont les fichiers fiscaux, par exemple, les données de taxes. Là, l'information n'est pas collectée à des fins statistiques, c'est fait pour prélever de l'impôt, mais ça peut être utilisé par un organisme statistique pour produire de la donnée. Donc là, je vais vous donner deux exemples, parce que de nouveau, je ne peux pas parler de tout, mais deux exemples de programmes qui vont utiliser des approches qui sont différentes, données d'enquête et bases de données administratives. Donc le premier, c'est l'enquête canadienne sur le logement. Donc ça, c'est une enquête qui a lieu tous les 2 ans, qui a débuté en 2018 et qui va porter intégralement sur les questions de logement. Dans l'enquête, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont poser beaucoup de questions sur donc, les conditions de logement, la satisfaction des personnes vis-à-vis de leur logement, la satisfaction vis-à-vis du quartier, les sentiments, par exemple, sur les questions d'abordabilité. Est-ce que vous éprouvez des difficultés à joindre les deux bouts? Est-ce que vous avez déménagé parce que vous étiez sujet à des problèmes financiers? Et donc, il y aura vraiment tout un volet sur les perceptions. Donc, je dirais un petit peu plus qualitatif, hein, vous le voyez bien. Il y a aussi une surreprésentation, enfin en tout cas il y a un focus particulier qui est mis au niveau de l'enquête, notamment sur les personnes qui résident dans des logements sociaux et abordables, d'accord ? Donc ça peut être très intéressant. Donc là vous avez plusieurs thèmes couverts, mais c'est à peu près ce que j'ai dit, vraiment beaucoup de questions par rapport à la satisfaction à l'égard du logement, à l'égard du quartier, les expériences aussi en itinérance, est-ce que les personnes ont connu ça dans leur vie ? Est-ce qu'elles en sont sorties, etc. Donc vraiment un volet qualitatif. Et de la même façon, en termes de population, ça permet d'approcher des populations spécifiques qui sont des cibles de la stratégie nationale sur le logement. Par exemple, les nouveaux arrivants, les populations autochtones, LGBTQI+, etc. Même au sein, donc ça me fait une petite transition avec l'autre programme dont je vais parler, qui est plus basé sur des données administratives, même au sein d'un programme comme celui-ci qui est basé sur des enquêtes, donc c'est vraiment des questionnaires qui sont envoyés aux personnes, il y a un travail d'appariement qui est fait. Le travail d'appariement, il permet quoi? C'est du couplage de données. Ça permet de savoir que la personne qui a répondu au questionnaire, quelles sont aussi ses caractéristiques. Par exemple, on peut coupler l'information sur ces personnes avec donc, des fichiers, des données fiscales. Hein. Je repars sur mon exemple, et ça va nous permettre d'avoir des détails, de fournir des informations plus détaillées. Donc pas nécessairement de dire qu'il y a 20% des Canadiens qui ne sont pas satisfaits de leur logement, mais d'aller plus dans le détail en fonction du revenu, comment est-ce que ce pourcentage-là va varier. Donc, autre programme, donc là, avec une perspective complètement différente, basée sur des données administratives, le programme de la statistique du logement canadien, que je vais appeler PSLC pour la suite.
Moi, je travaille directement pour ce programme, donc ma connaissance est plus poussée sur cet élément-ci. Alors, c'est quoi le PSLC? Le PSLC, c'est un programme statistique qui a été créé en 2017 avec la volonté de créer un répertoire sur les propriétés résidentielles qui existent au Canada. Donc, le but, c'était d'avoir vraiment un répertoire complet sur toutes les propriétés qui existent. Et pour pouvoir faire ça, le programme utilise donc des données administratives qui sont le registre foncier et les rôles d'évaluation foncière. Donc c'est vraiment dans la continuité de ce que mon collègue a précisé. Pour ceux qui connaissent, ces fichiers-là sont gérés, sont produits par différentes organisations. Parfois, c'est les provinces, territoires directement, parfois, c'est les municipalités, parfois, c'est les groupes de municipalités, parfois, c'est privé, parfois, c'est public, parfois, c'est entre les deux. Très, très complexe. Donc, juste d'essayer de collecter cette information, c'est quelque chose qui est très, très, très coûteux, qui est très, très long à faire. Donc, on a une équipe qui est intégralement dédiée à ces questions-là. Pour vous donner un exemple, on a plus de 25 fournisseurs de données dans le cadre du programme, avec lesquels on a des partenariats, avec lesquels on a des ententes, pour pouvoir collecter cette information. Une fois qu'on a fait ça, on a été en mesure de créer justement ce répertoire des propriétés résidentielles, puisque dans le rôle d'évaluation foncière, par exemple, vous avez donc toutes les propriétés, vous avez aussi leurs caractéristiques. Donc on a réussi à créer ce répertoire de toutes les propriétés et leurs caractéristiques, pour l'ensemble des provinces et territoires du Canada, malheureusement, à l'exception du Québec, pour l'instant. En plus d'avoir créé donc, ce répertoire-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a aussi couplé les données. Parce qu'au rôle d'évaluation foncière, si vous êtes propriétaire, c'est votre nom qui figure sur le rôle. Et ce qu'on a fait, c'est d'essayer de retrouver les personnes et donc de dériver des caractéristiques au niveau de ces personnes-là, en couplant avec donc, les fichiers fiscaux, les données du registre des entreprises pour les entreprises, donc si ce n'est pas des personnes, de l'information d'IRCC sur les immigrants, etc. Donc, en même temps qu'on a créé le répertoire des propriétés, on a créé un répertoire de tous les propriétaires de ces propriétés résidentielles. C'est exclusivement résidentiel, je le précise. Voilà. Aujourd'hui, le programme est vraiment très en rythme de croisière, on va dire. On est en mesure de publier des données annuelles, donc à la fois sur le volet des caractéristiques des propriétés, aussi sur le volet des caractéristiques des propriétaires. Et c'est vraiment l'information qui est créée est vraiment dérivée simplement de données administratives, donc de fichiers de données administratives. Mais on essaye à chaque fois d'aller un petit peu plus loin. Donc, par exemple, depuis 1 an et demi, on publie de l'information sur les investisseurs en immobilier résidentiel. On publie aussi, donc, au niveau des propriétaires, donc, les caractéristiques démographiques, les caractéristiques pour les immigrants, les revenus, etc. Donc on a vraiment publié plein de choses. Le niveau le plus bas auquel on publie dans les données que vous pouvez trouver en ligne, ça va être le niveau municipal. Donc c'est quand même très détaillé. Et ce sont des données annuelles. Vous avez un exemple ici donc des différentes variables qui sont produites, plein de variables au niveau des caractéristiques des propriétés, quel est le type de la propriété, est-ce que c'est une maison, un appartement, sa superficie, sa valeur. Je vous ai parlé des investisseurs. Est-ce que c'est une propriété d'investissement, donc une propriété qui serait détenue par un investisseur et qui ne l'utilise pas comme résidence principale, la période de construction, ainsi de suite. Et pour les propriétaires, beaucoup de caractéristiques. Une que je vais souligner, c'est le statut de résidence. Donc, est-ce que le propriétaire est un résident du Canada ou non? Je la souligne parce que c'est ce qui a créé le programme. Le programme a été créé dans l'objectif de produire la statistique sur les non-résidents, donc les propriétés qui appartiennent à des personnes qui n'ont aucune attache avec le Canada. Et donc aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on publie annuellement, qui fait partie de la production classique. Exemple de résultats, bon, ce n'est pas tant les résultats ici dont je vais parler, mais comme l'a mentionné Florian, sur cette idée de spectre un petit peu au niveau de la recherche de ce qui est fait. Nous, ce qu'on fait principalement, c'est qu'on crée de la donnée, évidemment, mais aussi à chaque fois qu'on crée de la donnée et qu'on la publie, on publie des analyses qui vont avec. Plusieurs types d'analyses. Vous allez avoir des communiqués très simples où on va vous dire, pour cette année de référence, nous, ce qu'on a trouvé qui est vraiment remarquable, ça va être une croissance de la part des immigrants parmi les propriétaires. Donc, on va fournir des analyses très simples, très descriptives, vraiment
assez simple. Mais on va aussi parfois un petit peu plus loin, où on va coupler nos données. Donc, par exemple, on avait couplé nos fichiers là, dont je vous ai parlé avec de l'information historique au niveau des fichiers de taxes. Et au niveau de l'information historique au niveau des fichiers de taxes, on a été en mesure d'identifier des parents et des enfants. Et on a pu ainsi répondre à des questions telles que est-ce que vous êtes plus susceptible d'être propriétaire aujourd'hui quand vous êtes dans votre vingtaine, début trentaine, si vos parents sont aussi propriétaires? Par quel mécanisme? L'impact de la valeur des propriétés, de la richesse immobilière des parents sur vous, ce que vous possédez, l'impact du nombre de propriétés qu'ils possèdent sur le nombre de propriétés que vous allez posséder aussi, et des questions aussi notamment sur est-ce que c'est parce que, en fait, finalement, la propriété, vous l'avez achetée avec votre parent, donc vous êtes tous les deux, ou tous les trois, ou tous les quatre sur le titre de propriété. Vous voyez, on va vraiment dans des éléments plus complexes. On n'est pas sur de la méthodologie académique, hein. Le but, c'est que ce soit simple. Donc là, si vous allez voir l'article, tout le monde est susceptible de le comprendre. C'est très simple, c'est très factuel, c'est très, très descriptif. Mais malgré tout, il y a tout un travail de liaison de données qui est fait par derrière. Je vais venir là-dessus, plusieurs choses. Enfin, il y a beaucoup de nouvelles choses qui se développent aujourd'hui à Statistique Canada dans le but de produire de la nouvelle statistique sur le logement, en utilisant des méthodes innovantes, le couplage de données, etc. On a par exemple un projet dont l'objectif c'est de regarder les annonces qui sont publiées au niveau des logements qui sont disponibles, qui sont mis sur le marché locatif. Donc vous êtes propriétaire, vous mettez votre annonce sur un site. Donc d'essayer d'avoir cette information pour dériver des indicateurs sur les loyers qui sont demandés, avec cette idée que le loyer demandé n'est pas le même que le loyer payé par des gens qui sont dans leur logement depuis 10 ans. Donc d'aller un peu dans cette dimension-là. Utiliser des données judiciaires sur les évictions, sur les expulsions plutôt, donc d'essayer de voir qui sont les personnes concernées, quel est le type de propriétaire qui est plus sujet de justement commencer ces démarches administratives. Donc vous voyez là on est vraiment sur des données, c'est pas classique, c'est pas des données d'enquête, c'est beaucoup plus innovant, mais aussi le but c'est d'aller sur des segments de marché qui sont plus difficiles, ou en tout cas des populations plus difficiles à saisir, notamment pour les expulsions, c'est quelque chose d'assez compliqué. Et normalement, je finissais sur une slide sur comment est-ce qu'on accède aux données. Il y a vraiment déjà beaucoup de choses qui sont disponibles en ligne. On le sait, c'est pas nécessairement très facile de trouver toute l'information disponible parce que c'est assez complexe. Il y a beaucoup de bases de données, c'est une terminologie très spécifique, mais il y a beaucoup d'éléments qui sont disponibles en ligne. Il y a aussi beaucoup de fichiers qui sont disponibles dans les centres de données de recherche. Donc pour les chercheurs, vous pouvez accéder aux données. L'enquête canadienne sur le logement dont je parlais, les données sont disponibles. Le PSLC, les données annuelles sont disponibles aussi. Et voilà. Et si jamais vous avez des questions, c'est à la toute fin au niveau des slides. Encore après, voilà, c'est ça, juste un petit peu avant. Vous avez la meilleure option, c'est Infostat, l'adresse courriel qui est ici, parce que si vous écrivez à Infostat, c'est tout de suite renvoyé aux experts sur les questions. Donc pour le PSLC, ça va être typiquement moi ou mes collègues qui vont recevoir les questions, donc on va pouvoir vous aider. Et vous avez, si vous voulez voir de façon générale ce qu'on peut trouver, vous avez ici une représentation du site internet, puis vous avez sujet, dans ce sujet vous avez logement, et vous allez trouver un portail. Vous allez au moins voir quelques éléments, vous retrouvez le PSLC, vous retrouvez l'ECL et les différents indicateurs qui sont produits. C'est déjà un bon point de départ au niveau de ce que vous pouvez faire. Voilà, merci. Merci infiniment, Brahim, pour ce panorama très clair et ce PSLC, notamment quand j'avais eu l'occasion d'en parler récemment à des collègues qui ne le connaissaient pas. Et je crois que voilà, il faut le connaître. Il y a une richesse là en termes de données et en termes de potentiel d'analyse, à la fois du point de vue académique, mais aussi du point de vue de recherche très appliquée, quoi. Pour comprendre ce qui se passe, pas juste au niveau des bâtiments, des logements, mais aussi des personnes. Donc on pourra peut-être y revenir dans la discussion. Kevin, maintenant, votre point de vue, votre présentation sur ce qui se fait à la SCHL, qui est un autre donc, producteur de données majeur et producteur d'études majeures sur le logement, et une institution qui travaille aussi sur pas mal de projets directement avec Statistique Canada. On parlait des silos, c'est vrai qu'ils existent, mais il y a aussi des collaborations, et je pense que Kevin, vous nous en parlerez peut-être un petit peu. Merci. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Oui. Merci à Cyrano. Et puis, effectivement, nous sommes des clients de JLR.
et nous l'avons été en tout cas à une époque, et je dirais client et collaborateur avec Statistique Canada. Je vais faire, avant de parler, faire l'énumération de nos grandes enquêtes, faire quelques petits, passer un peu d'historique. Là, c'est habituellement le moment où mes enfants quittent la pièce parce qu'ils ne veulent pas entendre des grandes histoires, mais quand même, reconnaissons que donc l'intérêt du gouvernement fédéral pour l'habitation remonte à la Deuxième Guerre mondiale. En 1934, on a le Dominion Housing Act, qui est donc la première intervention du gouvernement pour s'attarder au financement du logement. Cette loi s'est transformée à la Loi nationale de l'habitation, et la Loi nationale de l'habitation visait le financement. On connaît aussi l'approvisionnement des maisons pour les soldats qui revenaient de la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi pour le futur, le baby-boom qui s'annonçait. Il y avait des besoins, évidemment, besoins en financement. La Loi nationale de l'habitation a subi 11 modifications depuis 1944 jusqu'à la dernière qui était en 2007. Et puis, notons dans cette période 1971 où on a incorporé ce qu'on appelle la partie 9 de la Loi nationale de l'habitation, qui donne, et soit dit en passant que cette Loi nationale de l'habitation, c'est la SCHL qui est responsable pour l'exécution et l'administration de cette loi. 1971, donc, on met à la disposition du grand public, des chercheurs en particulier, des fonds pour la recherche en matière d'habitation. Donc, ça part quand même, donc on a quand même plus de 50 ans d'expérience de collaborer avec l'externe pour mener des recherches. Moi-même, quand j'ai commencé, donc à la fin des années 90 comme économiste, j'étais responsable de dossiers où on travaillait avec des chercheurs, plusieurs chercheurs au fil des années. Je pense à l'Université Laval, après toutes les universités québécoises et canadiennes. Et pour les aider à travailler sur des enjeux de fond, parce que la SCHL, en 1985, s'est dotée d'un centre d'analyse du marché. Donc, le paradigme pour nous, en 1985, c'était vraiment d'analyser les conditions courantes du marché de l'habitation et pas du secteur de l'habitation dans son ensemble. Donc, on avait une vue beaucoup plus focalisée. On arrive fin de la récession des années 90 et on a un boom économique au Québec, une montée de la demande de logement, le logement collectif qui prend la part du lion, finalement, de la construction résidentielle. On arrive à la crise financière de la fin des années 2000. On nous demandait beaucoup d'informations, surtout de la part de notre gouvernement, sur l'analyse des causes de cette crise. C'est quoi au Canada, comment ça se répercute au Canada. On s'est attardé beaucoup à savoir et à connaître le degré, le niveau d'investissement étranger dans le logement dans le logement au Canada. Donc, on a mené des études pour cueillir des données là-dessus. On a travaillé avec Hydro-Québec, on a travaillé avec beaucoup d'instances là-dessus. J'arrive à 2014, on a eu un président qui a voulu qu'on s'attarde plutôt à... On s'est dit à cette époque, on est à peu près au moment de la stratégie nationale de l'habitation, on s'est dit, la SCHL, on se pète un peu les bretelles, comme on dit chez nous, on est les références en matière d'habitation, mais est-ce qu'on l'est vraiment? Il y a plein de choses qu'on ne sait pas sur le logement, il y a plein d'angles morts, il y a les écarts de données, les data gaps qu'on les appelle en anglais. Donc, notre président à l'époque a voulu qu'on s'attarde beaucoup plus à cet élément-là. On avait déjà depuis des décennies l'enquête mensuelle sur les mises en chantier, les achèvements. On avait l'enquête locative qui remonte même aux années 60. Moi, quand j'ai commencé à regarder c'était quoi les données qu'on avait, je voyais des cartables avec écrit à la dactylo les taux d'occupation à Montréal. Vraiment, mais c'était des enquêtes sur les structures et pas sur les personnes. Donc, autour de 2014-2015, on s'est doté d'une mission et c'était en parallèle avec la stratégie nationale de l'habitation, de comprendre davantage la réalité du logement, mais du côté des personnes et pas juste du bâti. Et donc, on s'est doté d'une force importante de chercheurs, certains sont ici aujourd'hui,
qui ont travaillé sur beaucoup d'angles, notamment sur la question de l'abordabilité, des besoins impérieux en matière de logement, des populations vulnérables, et puis donc beaucoup d'efforts et beaucoup de travail à regarder justement les données administratives, notamment avec Statistique Canada, mais avec des enquêtes. Par exemple, l'enquête que vous avez mentionnée, donc c'est une collaboration entre Statistique Canada et la SCHL. Et puis, donc, de regarder cette dimension plus humaine. Récemment, donc, aussi, là, j'avance vraiment presque à aujourd'hui, à peut-être 5 ans, ou avant 5 ans. On parlait de silos tout à l'heure, mais quand j'étais plus dans les weeds, dans les racines et dans les données en détail, on cherchait toujours à avoir des données sur, par exemple, les données démographiques ou les données d'immigration et tout ça. Et il faut le reconnaître, c'était une situation de silo au fédéral. Parler à Immigration Canada, c'était comme une forteresse, pas question, on ne pouvait pas se parler. Mais il y a à peu près 5 ans, ces portes-là se sont ouvertes, heureusement, et on a des discussions avec Immigration IRCC, donc Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada, et aussi, mentionnons la collaboration avec Infrastructure Canada, donc Logement, Infrastructure, Collectivité Canada. Parce que l'habitation, c'est des bâtiments, c'est des personnes, mais c'est aussi des infrastructures. Et comprendre l'aspect humain, c'est aussi comprendre l'aspect démographique. Et surtout, comme vous le savez tous ici dans la salle, on a connu un chapitre récent, on le vit encore, où l'immigration a suscité beaucoup de discussions dans le domaine public sur, d'une part, les immigrants, ça met une pression beaucoup sur le logement, mais d'autre part, on a besoin pour remplacer les travailleurs qui vont à la retraite. Et donc, il y a toutes sortes il y a des choses à démêler là-dedans. Puis pour nous qui avons aussi une mission à communiquer les données que nous analysons à l'externe, c'est souvent des fois un défi parce que les gens mélangent aussi beaucoup de choses. Je n'ai pas beaucoup avancé dans les acétates, mais ça va venir. Juste 5-6 minutes. Bon, en fait, on va laisser, je peux continuer sans acétate. Donc, juste pour parler des grandes enquêtes, donc l'enquête des mises en chantier qui vise toutes les populations de 10 000 habitants et plus, sur toutes les dimensions de structure. C'est une enquête mensuelle. L'enquête sur le logement locatif, qui est une enquête annuelle, qui est donc bientôt, on a déjà terminé l'enquête de l'automne et on va publier les données dans quelques mois. Une enquête qui suscite beaucoup d'intérêt parce qu'évidemment, c'est le logement le plus abordable, et encore l'est-il? On pourrait se poser la question. Et je dirais aussi, pour ceux qui connaissent cette enquête, je vous encourage à le regarder davantage parce que depuis quelques années, on a ajouté beaucoup de dimensions à cette enquête, notamment justement sur la question des besoins impérieux et sur, par exemple, le stock du logement qui est abordable pour le premier quintile des revenus au Canada. Et on s'aperçoit que la part des logements abordables est à peu près nulle. Il est à peu près à 20 % au Québec, mais ces 20 % sont tous occupés. Alors, on peut dire que ça montre à quel point la situation est difficile. Donc, on a des mesures, par exemple, du nombre de dollars en arriérage au niveau locatif. En Ontario, l'an dernier, c'était 1,5 milliard. Au Québec, ça doit être même plus que ça, probablement. Alors, il y a beaucoup plus de microdonnées dans cette enquête. On a, comme on a dit, l'enquête sur le logement. Et j'aimerais aussi faire une publicité pour un effort que j'ai mené avec Statistique Canada, avec les gens des comptes économiques, qui s'appelle les comptes économiques d'habitation. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? C'est-à-dire qu'on s'est dit, il y a à peu près 5 ans, que dans les comptes économiques que l'on publie à chaque trimestre, il y a une foule d'informations qui n'arrivent pas à la surface, qu'on ne publie pas, qui sont inconnues, mais qui portent sur l'habitation et qui seraient un grand intérêt pour les chercheurs. Donc, pendant 2-3 ans, avec le groupe à Statistique Canada qui s'occupe des comptes économiques, on a développé ces comptes économiques d'habitation
qui sont maintenant disponibles publiquement. On va essayer, parce que nous finançons aussi ce projet, donc nous espérons continuer le projet pour que les données soient disponibles au moins à chaque 6 mois ou à chaque année. Mais je vous encourage fortement à aller regarder ou me contacter aussi à ce niveau-là. J'aimerais finir, par vous dire que, et tous ceux qui travaillent dans les données le savent, que c'est bien les données, mais il y a des données qui sont de plus ou moins grande qualité. Et nous avons des données, mais nous avons aussi les experts qui ont travaillé avec ces données. Et je vous encourage de me contacter, venez me parler, parce que je peux vous mettre en contact avec ces gens qui travaillent avec les microdonnées, des données de Statistique Canada, qui sont capables de vous dire, un peu, comment naviguer à travers ces données de façon rigoureuse pour mener vos travaux. Parce que même moi, je l'ai vu pendant toute ma carrière à la SCHL, on ne peut jamais être trop près des données et de comprendre les limites des données. Et même des chercheurs qui sont des experts, je l'ai vu, peuvent facilement faire fausse route s'ils ne sont pas étroitement en contact avec les gens pour qui c'est leur quotidien. Ça, c'est une nuance, mais je pense qu'il faut le rappeler. Alors, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kevin. Et effectivement, c'est important de le rappeler, que les données, elles ont une histoire dans la manière dont elles sont créées. Et si elles sont une porte ouverte sur le réel, ça reste des lunettes, des lentilles qu'on met pour le regarder. Et c'est important de savoir quelle est la forme de cette lunette pour être sûr de ce que l'on regarde. Dernière intervention avant la discussion, le point de vue du monde académique, justement, sur ces données. Le monde académique qui, s'il en produit des données aussi, ou peut-être des indices à partir de données existantes, il en consomme surtout beaucoup. Jean, on t'entend pendant 15 minutes là-dessus. Merci. Merci de l'invitation. Je sors un peu de mon marché de Québec pour venir dans un marché moins connu qui est celui de Montréal. Effectivement, moi, ce n'est pas tant dans la perspective de produire de la donnée, mais vraiment dans la perspective de consommer de la donnée. Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'il y a aussi cette espèce de crainte, en fait, des producteurs de données qu'un utilisateur puisse prendre la donnée pour la transformer et voire même peut-être faire de l'argent avec cette donnée-là, alors que je comprends totalement cette crainte. Mais pour nous, en fait, la donnée, habituellement, on l'utilise pour répondre à des questions, soit que la société se pose, que les décideurs se posent et ils viennent nous voir parce qu'ils ne savent pas exactement comment prendre la chose. Souvent de fois parce qu'il y a des levées de boucliers, il y a des trucs qui sont amenés, des perceptions individuelles, et là, on se met à faire une collection de quelques cas pour tenter de généraliser, mais la question, c'est... est-ce qu'on a vraiment l'ensemble du portrait ou est-ce que ce n'est pas certains types qui sont plus particuliers de se mettre de l'avant qui décrit en fait certaines situations et là, on va essayer d'utiliser cet argument-là pour la suite. Donc, c'est vraiment dans une perspective, je dirais, d'analyse de politique publique. Et dans ce sens-là, nous, les données sur le logement sont super intéressantes parce qu'elles permettent. En économie, en fait, il y a deux façons de vérifier, voir qu'est-ce que les gens veulent ou qu'est-ce que les gens accordent comme valeur à une certaine action. Bon, donc, ce qu'on va appeler les préférences déclarées. Donc, on va aller faire des sondages et on va poser des questions par de l'économie expérimentale, notamment, et toutes sortes de situations pour voir qu'est-ce que les gens accordent comme valeur à une situation X. Et on a l'approche des préférences qu'on va appeler révélées. C'est-à-dire que là, on ne pose pas de questions, mais on regarde des actions qui ont été posées et sur la base de ces actions, on tente d'inférer quelles ont été les valeurs ou les comportements des agents économiques. Donc, moi, ici, ce que je veux, c'est vous montrer effectivement l'utilité que ça peut avoir, les données de transaction pour nous, puis présenter quelques cas où là, ça va être en français, on dit « time to shine ». Je vais montrer des trucs qu'on a fait. Donc, ça va être mon marketing, mon exposition, puis ouvrir un petit peu sur une perspective de défis et d'opportunités pour nous. Je viens un petit peu de vous faire un peu le portrait ici de l'utilité qu'ont les données immobilières pour nous.
Comme je dis, ce n'est pas quelque chose dans une optique d'aller tirer des renseignements où, bon, on a aussi effectivement beaucoup le souci de faire attention de ne pas divulguer des informations personnelles, de ne pas divulguer des caractéristiques des enquêtes ou des informations très spécifiques. Mais nous, dans le fond, ce qu'on fait, c'est utiliser ces intrants-là pour produire une statistique qui n'a pas nécessairement une personnalisation. Donc, c'est pas nécessaire. Nous, ce qu'on fait, c'est pas nécessairement utiliser la donnée pour la répliquer, la republier, mais vraiment l'utiliser comme intrant pour tenter d'amener des réponses à certains cas, certaines questions. Et dans le fond, on peut peut-être passer, je vais passer sur certains exemples. Effectivement, je vais avoir des exemples peut-être appliqués à Québec un petit peu plus, mais pour ceux qui suivent un peu l'actualité, bon, on a un peu dans cette mouvance, disons, des budgets provinciaux qui ont été mis de l'avant dans les dernières années. On a toujours l'idée que pour décongestionner Montréal, ça prend du transport en commun, mais pour décongestionner Québec, ça prend des autoroutes. Et donc, on met toujours en opposition ces deux trucs-là, et en se disant, et en mettant un petit peu de côté l'idée que, ben, qu'on fasse un ou qu'on fasse l'autre, ça peut amener ce qu'on appelle des externalités urbaines. Donc, on met en place des autoroutes, bien, d'habitude, ça génère du bruit, ce qui n'est pas nécessairement bon pour la santé, mais ça peut aussi, bon, ça peut être perçu de manière négative par le marché. Puis une façon de le faire, c'est vérifier si, effectivement, les transactions qui sont plus près de ces infrastructures ont une prime, soit positive ou négative. Ce qu'on a fait, par exemple, on a regardé deux cas particuliers à Québec. On a regardé la proximité aux autoroutes et aux boulevards urbains et vérifié quelle était la différence au niveau des prix de vente des maisons qui sont situées le long des axes versus une rue derrière. Donc, normalement, vous profitez des mêmes accessibilités, les mêmes caractéristiques spatiales, mais la question, est-ce qu'il y a une différence de prix? Et sur une ancienne base de données que j'ai utilisée pendant mon doctorat, que François Desrosiers et Mario Stario avaient montée, on a montré en fait qu'il y a une décote de prix qui va de 12 à 15 000 $ pratiquement à être sur le long d'un artère, donc d'un boulevard ou même d'une autoroute. Et donc, finalement, bien, si on met ça de l'avant, ce genre d'infrastructure, il faut se dire que ça risque aussi d'avoir des impacts négatifs, et ces impacts négatifs sont perçus par le marché. Et non seulement ça, mais ils se répercutent aussi par une baisse des entrées fiscales. Et on avait regardé avec le cas de Montréal, par exemple, si l'ajout de murs anti-bruit pouvait faire baisser cette décote de prix. Et ce qu'on voyait, en fait, c'est qu'essentiellement, c'est sur l'île de Montréal que les murs anti-bruit peuvent être efficaces, mais ils ne sont pas tant dans les banlieues pour une raison très simple. On s'est mis à mettre du cottage et les murs protègent essentiellement le premier étage. Donc, ça c'est pas assez, en fait, et soi-disant, même cette espèce de prime n'est pas suffisante pour rentabiliser l'investissement de la construction des murs. Donc, ça vaut peut-être la peine de penser un petit peu à l'avance au genre de trucs qu'on veut faire. Et en contrepartie, on s'est aussi intéressé à l'impact du transport en commun. Donc, si vous connaissez encore une fois Québec, on a quelques radios parlées qui ont des opinions très fortes et pour qui tout ce qu'on met dans le transport en commun, ce n'est pas de l'investissement, c'est de la dépense. Donc, on s'est dit, bien, si c'est le cas, le marché ne devrait pas en faire de cas. Et donc, on a étudié quelques cas spécifiques, autant à Montréal sur l'impact du train de banlieue, par exemple. Est-ce que le train de banlieue, les gens sont prêts à payer plus près pour être desservis par une gare versus être dans une municipalité qui n'est pas desservie? Et fait intéressant, en fait, pour la ligne qui dessert jusqu'à Mont-Saint-Hilaire, c'est même un cas où on a vu que les retombées foncières étaient supérieures au coût d'opération annuel du service. Donc, c'est un des cas où est-ce que même le système de transport en commun est rentable. Vous allez me dire, on n'a pas trouvé une autoroute qui est rentable encore, mais bon, c'est un détail. Et on avait aussi commencé à travailler beaucoup justement sur le transport en commun à Québec, notamment sur la perspective des métrobus, donc un changement d'offre de transport en commun qui avait été fait. Et ce qu'on montrait essentiellement
pour le Métrobus, en fait, c'est que les gens, même à Québec, où la part modale du transport en commun est moins de 10 % les gens étaient prêts à payer plus cher pour être situés à proximité de ces services-là, mais pas de manière systématique. On a des services, des lignes qui sont bien valorisées, puis on a d'autres lignes où est-ce qu'on mesure absolument rien. Et habituellement, ces lignes-là, ben, ils sont situés, ils desservent des endroits où l'indice de marchabilité est très peu faible. Donc, sans dire qu'un entraîne l'autre, mais disons qu'il y a une corrélation assez forte entre tout ça. Donc, c'est bien de vouloir mettre du transport collectif, mais le mettre en plein milieu d'un champ, c'est peut-être pas la meilleure façon de le valoriser. Ensuite, on a aussi travaillé sur la question de la densification. Québec, Montréal, ça s'est passé beaucoup, ça se passe encore, et Québec, c'est en émergence. Si vous avez vu aussi à Lévis, puis il y a plein de citoyens, en fait, qui s'opposent au fait qu'il y a une densification qui se passe chez eux parce qu'ils ont l'impression que ça va faire baisser la valeur de la maison. Et là, on a des gens de la Ville de Québec, par exemple, qui sont venus nous voir et nous ont dit « Mais c'est-tu vrai? » Et là, on s'est dit « Bien, on va essayer de voir, effectivement, est-ce que c'est vrai? » Donc, on a regardé, par exemple, c'est quoi les déterminants. Ce qu'on voit beaucoup à Québec, par exemple, c'est des agents immobiliers qui achètent des maisons, des bungalows, ils rasent et ils montent en hauteur. Et là, évidemment, c'est sûr que pour le voisin, il y a une perte de jouissance. Moi, avant, j'avais mon petit jardin tranquille, et là, tout d'un coup, j'ai une tour qui me pousse dans la figure. Et là, c'est sûr que ça a une perte de jouissance, mais est-ce que ça se répercute en perte de valeur? Et ce qu'on a montré essentiellement, c'est que ce n'est pas le cas. En fait, c'est que c'est même une certaine désirabilité du marché, et même si, personnellement, la jouissance peut être affectée de manière négative, quand tu vas venir pour revendre, l'acheteur, lui, il n'a aucune idée de la jouissance que tu avais avant. Il achète le bien pour ce qu'il représente aujourd'hui, et comme il y a une possibilité de densifier et qu'il y a une demande qui est forte, bien, habituellement, les acheteurs sont prêts à payer plus pour le bien en question. Logement social, bien, on a fait un peu la même application. Logement social, il y a des montées de boucliers, particulièrement à Québec, encore une fois, où on se dit, bien, on ne veut pas de logement social, ça va dévaloriser la valeur de nos maisons, et un peu de la même façon qu'on vend la densification et qu'on ne la veut pas. Donc, on va un peu protester devant les autorités et publics et leur dire, bien, on n'en veut pas. Pas qu'on est contre le logement social, on en veut, mais pas chez nous. Donc, un petit peu plus loin. Et évidemment, celui qui est plus loin va dire, bien, on en veut, mais pas ici. Donc, ça tourne un peu. Et ce qu'on s'était posé comme question, puis ce qu'on a essayé de regarder, c'est est-ce qu'effectivement l'implantation de nouveaux logements sociaux, des programmes qui étaient là dans le temps, est-ce que ça s'est répercuté de manière négative ou positive sur les valeurs? Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une certaine hétérogénéité. En fait, c'est pas mal perçu au centre-ville et à proximité, mais quand on va dans les banlieues un petit peu plus lointaines, bien là, effectivement, il y a une perception négative et même une prime négative qui est associée au fait de vivre à proximité des logements sociaux. Mais au centre-ville, c'est même l'inverse, en fait. Ça fait même augmenter. Tu as un effet de densification et cet effet de densification fait aussi augmenter les valeurs autour. Donc, peut-être, je vais passer, ça c'est le logement social, je vais passer l'autre ensuite pour m'en aller directement. Mais c'est quelques exemples qu'on fait avec ça. Donc, les lignes de transmission, on peut passer si vous voulez. Allons-y à l'autre. Pour nous, ce qui est un défi, et peut-être en fait revenir sur la précédente juste rapidement, une opportunité en fait, on en a parlé un petit peu, mais aller chercher des données en ligne, ce qu'on appelle le web scraping notamment, c'est une opportunité qui peut être intéressante quand on utilise par exemple des données d'Expedia ou des trucs comme ça dans lesquels on peut aller récolter. Puis on s'était posé la question, est-ce que les chambres d'hôtel qui ont une vue sur le fleuve, ils sont loués plus cher que celles qui n'ont pas de vue pour le même hôtel? Et ce qu'on voit en fait, c'est qu'effectivement, Charlevoix bénéficie beaucoup de la vue sur le fleuve, alors que le Bas-Saint-Laurent, c'est essentiellement l'été. Mais les défis, surtout, nous, en termes de chercheurs, c'est vraiment toutes les données sur les transactions commerciales industrielles. Autant on peut avoir effectivement des bonnes collaborations, des fois avec Centris, par exemple, pour l'obtention de données, les villes et ainsi de suite, autant que quand on parle de transactions commerciales industrielles, c'est beaucoup plus compliqué. Or, il y a beaucoup d'externalités urbaines qui sont issues d'activités commerciales et industrielles. Donc, pour nous, ça reste encore un défi, en fait, d'essayer d'aller dans cette direction-là. On a certaines collaborations. Je pense que quand les gens nous voient venir, comme la Ville de Québec, on a des bonnes collaborations avec eux, puis ils voient quel genre de réponse on est capable de leur fournir. Donc, c'est quelque chose d'intéressant, mais notre défi, c'est peut-être de regarder plus à
le marché privé, comment est-ce qu'on peut effectivement tisser des liens sans nécessairement payer une fortune pour des données, parce qu'évidemment, nos budgets de recherche sont archi limités, puis habituellement, on prend ces sous-là pour payer des étudiants, pour pouvoir faire le boulot. Donc, si on ampute à peu près la moitié de nos budgets sur l'achat de données, bien, nous, on est content comme chercheurs, on a des réponses, mais on limite un peu l'impact qu'on peut avoir sur la formation de données. Et ce qui est intéressant, et peut-être le dernier point là-dessus, c'est vraiment tout ce qui semble s'enligner maintenant vers des données ouvertes. Donc, probablement que la plupart d'entre vous connaissent le site Données Québec. On semble avoir une certaine ouverture maintenant pour partager des données. On parlait de rôles fonciers. Bien, tous les rôles d'évaluation sont partagés sur Données Québec depuis 2022. Et ça, en termes d'immobilier, il peut y avoir des trucs intéressants à faire, notamment quand on prend l'année de construction, où on est capable de savoir bien, où ça a popé dans les dernières années. Puis là, on ne parle plus de sondage représentatif, mais on a vraiment la population au complet. Donc, pour nous, c'est un pas positif. Maintenant, l'autre défi, c'est ce pas-là est enclenché par, disons, ce qu'on appellerait plutôt le pouvoir public. Mais qu'est-ce qu'on peut faire peut-être au niveau privé pour tenter peut-être d'ouvrir un petit peu plus ces données-là, minimalement au domaine de la recherche, parce que, comme je disais, nous, le but, c'est d'apporter des réponses aux questions des décideurs publics et pas nécessairement faire de l'argent. Voilà, merci. Merci beaucoup, Jean, et merci à nos 4 intervenants. C'est maintenant le temps de la discussion. On va vous laisser la parole. Peut-être juste pour commencer, je vais poser la première question qui s'adresse un peu à chacun des intervenants. On l'a entendu dans les présentations. J'ai l'impression que pour la mise à disposition des données privées comme publiques, il y a 2 enjeux. Pour les données privées, il y a quand même l'idée qu'une entreprise privée a un business et elle n'a pas envie, en cédant ces données, de cannibaliser sa propre activité et c'est tout à fait compréhensible. Et donc Jean, je pense que tu as bien rappelé que l'utilisation faite par la recherche, qu'il s'agisse de recherche académique ou de recherche partenariale, n'avait pas de finalité commerciale. La question, et donc là c'est peut-être plus pour toi Lucas, comment cette question-là vous l'abordez à JLR? Quels sont les garde-fous qui peuvent être mis en œuvre pour effectivement s'assurer que lorsqu'on transmet des données, eh bien, il n'y a pas d'exploitation commerciale qui est faite derrière? Est-ce que c'est des choses qu'on est capable de résoudre, comme problème? Le deuxième enjeu, c'est celui de la confidentialité, du respect des données personnelles. Ça se pose pour les données privées comme pour les données publiques. Là encore, il y a des solutions qui existent, qui sont déjà mises en œuvre au Canada, qui existent ailleurs aussi, pour réussir à trouver un compromis entre cette exigence de respect de la confidentialité des données et cette nécessité en même temps de les rendre accessibles pour produire à nouveau ces analyses nécessaires à la bonne conduite des politiques publiques. Et donc là, j'aimerais peut-être vous entendre aussi, Brahim et Kevin. Oui, pour commencer, sur cette question, comment est-ce qu'on s'assure que, si j'ai bien compris votre question, comment est-ce qu'on s'assure que les données sont correctement utilisées? Oui, et puis est-ce que cette question de l'utilisation commerciale des données, pour vous, est-ce que c'est vous avez évoqué que vous aviez des licences qui étaient octroyées. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est quelque chose qui vous freine réellement dans la mise à disposition de vos données ou dans la mise à disposition de vos données à un tarif, et notamment des microdonnées, à un tarif préférentiel, par exemple, pour la recherche? Et si ça ne vous freine pas, comment est-ce que vous faites exactement? Alors, sur les requêtes que j'ai vues, qui ont été la majorité du temps des requêtes d'étudiants qui avaient besoin de données pour leur mémoire, c'est souvent des données relativement générales. Donc, JLR pose très peu de problèmes avec ça. C'est des données qui existent et qui sont données par d'autres organismes, et nous, on est capable aussi de donner nos données, par exemple, comme les stats que j'avais cités de l'évolution des prix depuis le début des années 2000 au Québec par MRC, avoir des données moyennes, c'est pas un problème. Pour des applications qui seraient, je pense, un peu plus précises, je ne veux pas m'avancer et donner une réponse toute faite parce que c'est
c'est véritablement mon patron qui serait capable de dire ça, parce que c'est un petit peu c'est son bébé. Et donc aussi, je pense que la majorité du temps de ce qu'il m'a dit, c'est que les requêtes qui lui sont faites sont souvent des requêtes relativement générales qui mettent pas en cause l'enjeu économique de JLR la majorité du temps. Mais sur les microdonnées, donc de ce que j'entends dans votre réponse, c'est que pour le moment, il n'y a pas de politique encore très claire du côté de chez JLR. Quoi. Enfin, non, c'est de la gestion au cas par cas. C'est du cas par cas. Et donc, c'est peut-être un cas. chantier là qui existe. Quoi. Enfin, parce que je crois qu'on l'a dit, c'est important. Enfin, cette mise à disposition des données, il y a des choses qui sont possibles, mais donc c'est peut-être quelque chose à mettre sur le métier à tisser. Et c'est aussi quelque chose qui se gère non seulement au niveau de JLR, mais aussi au niveau d'Equifax, qui a souvent un droit de contrôle important sur ce qu'on peut faire avec ces données-là, parce que c'est des données qui leur appartiennent directement. Aussi la question de la divulgation là, par exemple, on s'assure qu'il n'y ait jamais divulgation à aucun niveau de données qui pourrait individualiser. C'est souvent ce qui... J'avais travaillé aussi en faisant de la recherche pour des données statistiques Canada. S'il faut se poser une question sur les données personnelles, c'est qu'on ne veut pas... Ça pourrait être même, par exemple, des données personnelles qui révèlent des noms en particulier. Là, pour le coup, c'est beaucoup plus sensible. Non, bien sûr, mais là aussi, il y a des processus d'anonymisation, etc., qui sont aussi possibles. Et donc, peut-être que Kevin et Brahim pourraient nous dire 2 mots là-dessus. Donc, le respect de la confidentialité des données est vraiment très présent dans l'esprit public. D'ailleurs, nos efforts de cueillette de données à chaque année pour le rapport l'enquête locative exercent sur nos énumérateurs une pression qui est en croissance. On comprend bien que les données sont importantes et on sait qu'il y a des fuites partout. Donc, c'est une difficulté pour nous. Juste une chose aussi pour vous dire qu'au niveau des données fédérales, chaque série de données a une définition, a un objectif, a des utilisations très précises et lorsqu'on veut outrepasser ces définitions-là, il y a tout un protocole qu'il faut respecter. On s'est demandé, surtout au moment où l'investissement étranger était on croyait que ça envahissait le marché. On a assisté à plein de tables rondes et puis on a dit, ça serait peut-être des informations d'intérêt public. On pourrait donc peut-être forcer les gens à les divulguer. La réponse de Statistique Canada, c'était que oui, en théorie, mais en pratique, ils sont très, très réfractaires d'aller à rendre ça obligatoire. Le recensement est obligatoire, mais ça engendre toutes sortes d'enjeux, d'externalités, justement, des gens qui vont répondre à côté, puis de qualité de données. Mais en tout cas, juste pour vous peut-être rassurer aussi là-dessus. Merci. Merci. Brahim? Oui, je pense que c'est assez clair que l'enjeu de la confidentialité des données, de la protection des données est vraiment central. C'est un élément sur lequel c'est impossible de transiger. Il y a beaucoup de règles qui sont mises en place, effectivement, pour que dans toutes les bases de données, ce soit impossible de pouvoir identifier une personne, une propriété, une entreprise. Même nous, à l'interne, on a accès aux microdonnées qui sont produites, vraiment qui sortent du processus tout près. C'est impossible pour moi de pouvoir identifier quelqu'un. J'ai pas de nom, j'ai pas d'identifiant. C'est vraiment quelque chose. On a beaucoup de règles qui sont mises en place. Et c'est vraiment un enjeu qui est très important et on s'assure aussi que par le couplage de données, il ne soit pas possible effectivement de pouvoir retrouver quelqu'un. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Ce que j'allais dire aussi, c'est que par exemple, moi dans ma présentation, je parlais des données administratives. L'enjeu de confidentialité, de protection de la vie privée est vraiment fondamental et c'est aussi fondamental de communiquer là-dessus. Parce que, imaginons qu'il y ait une fuite, je partage des données avec un chercheur et puis on réussit à identifier une personne. Au niveau de la population, il y a vraiment des enjeux de
pourquoi mes informations se sont retrouvées là, pourquoi mon salaire s'est retrouvé là, pourquoi d'autres informations que j'ai communiquées à IRCC au moment de mon arrivée au Canada se sont retrouvées là. Donc toutes les bases de données administratives qui sont collectées par Statistique Canada ou par mon programme par exemple, on communique là-dessus avant la collecte de pourquoi est-ce qu'on fait ça, quel est l'objectif, avec quoi ça va être couplé et quel est l'objectif final et puis aussi les mesures qui sont mises en place pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. C'est vraiment des enjeux qui sont majeurs. Merci beaucoup, et je pense que c'est vraiment important de le dire, en fait, que concrètement, quand on travaille sur ces microdonnées, on ne les identifie pas, les personnes. Enfin, il y a des choses qui sont possibles pour le faire et permettre le travail de recherche tout en préservant la confidentialité. Il y a peut-être ici des représentants d'institutions qui ont des données qui peuvent être réticents justement au nom de cette question de la confidentialité à ouvrir ces données-là. Voilà, en fait, c'est des choses qu'on sait faire. Ça nécessite évidemment du travail au préalable sur les bases avant de les mettre à disposition des chercheurs ou des experts, mais c'est possible. Si je peux juste rajouter quelque chose. Pour ce qui est des données qui pourraient identifier des personnes, quand vous avez accès à une transaction, vous avez le nom de la personne dessus. C'est quelque chose qui est une donnée qui est publique, qui est d'ordre public. Vous pouvez le voir. Donc, je pense que c'est des questions, par exemple, peut-être quand c'est des quantités énormes de données qui révèlent un grand nombre de personnes en même temps, que ça pourrait poser des problèmes aussi. Non, tout à fait. Et les enjeux d'appariement que ça peut poser avec d'autres données aussi. C'est ça. Merci beaucoup. De la salle, des questions. Oui, Carole. Carole Vincent, Cyrano. D'abord, merci à vous quatre pour la richesse des informations que vous avez transmises. Ma question est pour Brian. Évidemment, j'ai remarqué le fait que la base de données est à l'exception du Québec. Oui. Qu'est-ce qui explique ça? Est-ce que c'est une compatibilité dans les méthodologies ou c'est, comme dans d'autres cas, comme les données en santé, par exemple, Québec n'accepte pas de partager ces données. Donc, qu'est-ce qui explique que ça exclut le Québec? Oui, c'est une bonne question. L'acquisition des données dans le cadre du programme se fait via des ententes et des partenariats, donc qui sont faits avec les fournisseurs de données. Pour le Québec, on n'a pas été en mesure pour l'instant de développer une entente comme celle-ci, mais deux choses. On y travaille toujours, donc on a le bon espoir que ça fonctionne. Puis justement, l'objectif et ce qui est intéressant dans le programme, c'est que les sources de données, par exemple les rôles d'évaluation foncière, ce que vous allez trouver dans un fichier versus un autre, d'une province à l'autre, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas comparable souvent. Puis nous, ce qu'on fait, c'est qu'on permet d'harmoniser cette information. Donc, avoir les données du Québec, ça permettrait justement de pouvoir faire des comparaisons pour Montréal, avec Toronto, avec Vancouver. Donc, c'est vraiment ça l'objectif. Mais on continue d'y travailler. Et dernier élément de réponse aussi, c'est que je ne me suis pas attardé là-dessus, mais il y avait un petit cadran avec des différentes dates, etc. Le programme ne s'est pas développé comme ça du jour au lendemain avec toutes les provinces et territoires qui étaient disponibles. On a commencé avec 3 provinces, on en a rajouté une 4e, ensuite on a rajouté les territoires, une autre province, donc c'est graduel. Donc on a bon espoir que la 13e province et territoire soit disponible bientôt. S'il y a des gens du ministère de l'Habitation dans la salle ou des gens qui sont connectés avec le ministère de l'Habitation, le PSLC, c'est super. D'autres questions? Prochaine question. Oui. Oui, François Desrosiers. Alors, merci, c'est très intéressant. Je reviendrai sur la question de l'accessibilité aux données privées, qui est souvent un problème, je pense particulièrement aux données MLS, que j'utilise dans des projets de recherche, mais là, ça m'a pris 1 an et demi pour signer un protocole de confidentialité, puis c'est à recommencer à zéro à chaque fois. Et j'ai la chance de siéger sur un comité de Statistique Canada depuis 2010, qui s'intéresse aux indices de prix. Et puis, de plus en plus, on va vers la modélisation des prises et données pour établir des indices. Et le problème, c'est qu'on aimerait bien avoir les données MLS. Enfin, StatCan aimerait bien les avoir. Et puis, on a mentionné qu'il y a une loi, possiblement, le StatCan peut forcer. Bon, je comprends que ce n'est pas le choix numéro 1, mais est-ce qu'en faisant brandir un peu la menace de cette loi-là, on ne pourrait pas avoir un pouvoir de négociation pour obtenir des données à des conditions plus raisonnables que ce qui est à l'heure actuelle demandé?
Au niveau de la loi, effectivement, la loi permet à Statistique Canada de pouvoir obtenir à peu près n'importe quel type de données auprès de n'importe qui. Donc ça, c'est toujours un outil juridique qui est disponible. Après, comme vous le dites, l'objectif, c'est pas de faire ça, c'est pas de forcer des partenaires de donner la base de données de force. Donc ce qui est le travail qui est fait, c'est souvent du travail justement de construire un partenariat, de construire des ententes, de construire une collaboration pour que ce soit gagnant-gagnant, donc au niveau de l'utilité publique pour StatCan, mais aussi que le partenaire ait quelque chose à y gagner. Donc il y a toujours, je ne travaille pas du tout sur ces questions-là d'acquisition de données de cette façon-là, mais il y a toujours cet instrument juridique qui est disponible, mais la stratégie n'est pas de l'utiliser, parce que ça peut vraiment créer aussi des problèmes dans la société de se dire pourquoi est-ce qu'une agence statistique force une entreprise privée à donner ses données. On essaye de passer par d'autres mécanismes plus souples et quand même plus doux. Vous n'allez pas tout de suite sur le bouton nucléaire. Peut-être juste pour compléter sur cette question des données MLS, parce que Lucas, pour le coup, ça m'avait interpellé, juste une petite précision. Vous dites que vous ne les avez pas. Vous ne les avez pas. Est-ce que ça veut dire que sur les fichiers que vous exploitez, cette information ne figure pas, ou est-ce que c'est trop coûteux pour vous de les extraire, ces informations-là, et que donc pour le moment, qu'elles ne figurent pas dans votre base? Alors, elles ne sont pas du tout dans notre base de données. La raison précise, je ne serais pas capable de vous dire, par contre. Mais c'est très intéressant ce que vous avez dit, monsieur, sur... je ne sais pas si tout le monde a entendu, il a parlé d'un modèle qui s'appelle le modèle de prix hédonique. Le modèle de prix hédonique, c'est quand même très, très intéressant. Par exemple, nous, quand on fait une liste de comparables, c'est-à-dire un particulier, un évaluateur, veut comparer son logement et s'intéresse à d'autres logements. On a eu une question assez récemment d'un évaluateur qui nous dit écoutez, ma propriété, elle est en face d'une rivière, ce que vous avez mentionné assez récemment. Elle a une vue, elle est quand même assez belle. Et je suis comparé avec des propriétés qui sont au cœur de la ville et qui sont dans des endroits qui ne sont pas avec vue. Et je connais un petit peu la région et ça ne m'a pas l'air d'être aussi bon. Le modèle de prix hédonique, en fait, prend en compte tout un tas de paramètres, dont, par exemple, le fait qu'il puisse y avoir une vue, la localisation, c'est proche d'un cours d'eau, le nombre de salles de bain et tout ça. Et donc, ça vous permet d'avoir une précision beaucoup plus élevée sur la qualité de vos comparables et sur la précision de vos estimations. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, les données MLS nous intéressent vraiment beaucoup. Bon, donc un enjeu sur les données MLS, clairement. D'autres questions ? Question suivante. Hop là. Moi, j'en aurais une. Du coup, supposer que je sois un chercheur ou un consortium chercheur partenaire, qui veut faire une étude sur un territoire particulier et qui a besoin de vos données. Comment ça se passe quand je veux en partie exploiter les données du PSLC pour voir l'évolution de la population propriétaire, qui n'est pas forcément résidente, mais dans une ville, tout en ayant aussi de l'information sur les projets de mise en chantier qui ont été faits, mais pas juste en nombre, mais en termes de projets individuels et de leur localisation. Et donc là, je regarde Kevin parce que c'est la SCHL, et avoir derrière des informations sur les transactions, parce que le rôle foncier, pour le coup, la municipalité là, mais de l'information rétrospective sur les transactions. Comment ça se passe? Comment on fait? Il y a plusieurs avenues. D'abord, les demandes nous proviennent de gens qui ont visité notre site web ou qui ont des questions ou connaissent en particulier parce qu'on a publié un rapport. Il y a toujours les coordonnées du chercheur ou d'un département. Donc, on a souvent des requêtes qui vont découler de ces recherches, de ces résultats de l'enquête. On a une division au sein de notre secteur qui est responsable strictement sur les données. Donc, là aussi, c'est un autre port d'arrivée, si on veut, des demandes. Et il y a aussi ce qu'on appelle, donc, je faisais allusion à la partie 9 de la Loi nationale d'adaptation à chaque année. Donc, les chercheurs peuvent faire une application, justement, pour mener une recherche. Ce n'est pas nécessairement pour confirmer ou infirmer une thèse, mais ça peut être aussi pour combler un écart de données. Et là, donc, non seulement les informations, mais il y a aussi des fonds qui sont disponibles.
Mais donc, de ce que je comprends, on peut avoir accès à ces microdonnées et c'est une procédure au fil de l'eau. C'est-à-dire qu'on a le projet, on veut le lancer, on trouve le contact adéquat et là-dessus, il y a une discussion qui s'engage pour la mise à disposition. On se questionne au niveau des paramètres, des géographies, de tout ce qui est granulaire. Et après ça, on va voir dans quelle mesure on peut diffuser l'information, de quels sont les paramètres. Puisque de ce point de vue-là, d'autres modèles existent. Si je pense aux données administratives françaises, par exemple, c'est des demandes qui doivent se faire, mais à date fixe, 3 ou 4 fois par an. C'est pas forcément des procédures, des processus au fil de l'eau, etc. Donc là, du côté SCHL, c'est au fil de l'eau. Excellent. Du côté de StatCan Du côté de StatCan, je pense que la première question à se poser, notamment avec la perspective des programmes que je vous ai présentés, c'est est-ce que vous avez besoin de données agrégées ou est-ce que vous avez vraiment besoin d'accès aux microdonnées? Données agrégées ne veut pas forcément dire, comme j'ai dit, au niveau provincial, ça peut être jusqu'au niveau municipal. Et puis, vous voyez, je vous ai parlé des caractéristiques des propriétés. On peut tout croiser, la période de construction, la taille. Il y a vraiment déjà moyen de faire beaucoup de choses. Donc, agrégé, c'est en ligne. Si vous n'y retrouvez pas toujours Infostat, c'est la meilleure chose à faire. Par contre, si vous avez un projet de données, un projet de recherche beaucoup plus complexe et vous dites, oui, j'ai besoin d'accéder aux données, j'aimerais mixer les propriétés avec les propriétaires pour essayer de trouver, voilà. Là, la méthode traditionnelle, c'est de demander accès à nos bases de données via les centres de données de recherche. Donc, c'est à partir d'un projet que vous allez devoir monter. C'est pas très compliqué, mais vous allez décrire quel est l'objectif, quel type de données vous voulez accéder. Et puis, justement, il y a une équipe qui va se dire, ben oui, est-ce que ça fait sens? Est-ce que c'est effectivement ces données-là auxquelles vous devez avoir accès? Puis après, vous allez pouvoir y accéder dans un espace dédié. Il y en a dans plusieurs universités. Et là-dessus, j'ai juste mentionné qu'il y a le projet de développer des centres de données virtuels. Ça va commencer en début d'année 2025 et les universités vont être des partenaires progressivement. Donc le Québec, c'est pas tout de suite, c'est un petit peu après pour les universités québécoises. Mais l'objectif, c'est justement que les chercheurs n'aient plus besoin d'aller dans un local dédié pour pouvoir avoir accès aux données, mais pouvoir le faire à distance. Toujours, bien sûr, dans des conditions sécuritaires. Donc, ce ne sera pas possible de se connecter au réseau du Starbucks et vous ne devez pas non plus travailler à partir des données avec quelqu'un qui peut passer derrière et qui peut regarder, même si vous ne pouvez jamais identifier quelqu'un. Mais malgré tout, ce sera interdit. Et donc ça, voilà, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, ces centres de données, c'est ça. Hein, c'est des salles qui existent actuellement dans des universités à Montréal. On en a à l'UQAM, il y en a un à l'U2M, je crois qu'il y en a un à McGill aussi. Voilà. Et donc sur des projets, quand on travaille sur des projets notamment partenariaux avec des chercheurs de ces universités, ou même d'autres en fait, hein, l'accès peut se faire. Enfin voilà, même un chercheur qui n'a pas d'accès dans son université peut demander à accéder aux données via le centre d'accès d'une université voisine. Et je vais peut-être juste rajouter un petit mot quand même pour la communauté de chercheurs. Comme j'ai dit, il y a les données disponibles déjà en ligne. Ça, il y a déjà beaucoup de choses. Aussi, sur demande, il est possible, et dépendamment de la quantité de travail que ça implique, il est possible pour nous de créer des tableaux sur mesure. Donc, ils seront toujours des tableaux agrégés. Hein, il n'y aura pas de détails, pas d'accès aux microdonnées. Mais si vous travaillez vraiment sur une question spécifique et vous avez juste besoin d'un complément de données, il y a la possibilité pour nous de le faire. On est content de le faire. Tout dépend encore de la quantité de travail et du nombre de demandes qu'on reçoit, mais on travaille beaucoup avec les chercheurs. Et par exemple, vu nos données, ça fait sens, mais beaucoup à Vancouver et beaucoup à Toronto, et on peut produire des tableaux qui ne sont pas directement disponibles en ligne. Et Lucas, donc, cas par cas. Nous aussi, c'est cas par cas, c'est au fil de l'eau, j'aime bien l'expression. Mais c'est un petit peu aussi les mêmes enjeux, ça dépendra de la granularité, parce que parfois on a quand même des demandes qui sont relativement précises sur des sujets. Et là, plus votre demande sera précise, je pense que plus on prendra de temps pour essayer de considérer aussi l'impact qu'aurait que ça aurait de diffuser ces informations-là. Voilà. Oui, Christian. Oui, donc, une dernière question, parfait. Oui, rapidement. En tant que chercheur, il y a deux zones grises encore avec les données. Et je voudrais bien un peu votre avis là-dessus. La première, et ça s'adresse surtout aux données privées, c'est les enjeux de réplicabilité. Les compagnies privées, souvent, maintiennent pas de base historique, et donc il est assez difficile pour un chercheur, après, disons, 10 ans, de dire
j'aimerais bien répliquer les résultats d'une étude. Ils ont utilisé une base que vous aviez il y a 10 ans. Puis souvent, vous n'avez que la dernière version de la base qui est disponible pour les personnes. Donc, est-ce qu'il y a possibilité, en quelque sorte, de s'assurer de la réplicabilité des résultats, ce qui est un enjeu pour la recherche? Deuxièmement, il y a des données privées que je qualifierais de sorte de semi-publiques. C'est des données auxquelles on peut accéder au compte-gouttes en ligne, mais où les entreprises mettent soit des barrières qui évitent de faire du web scraping. Bon, on arrive quand même à en scraper des fois, mais après, on est dans une zone un peu grise, genre est-ce qu'on peut utiliser ces données, est-ce qu'on ne peut pas les utiliser à des fins de recherche non commerciales. Donc, qu'est-ce que vous en dites de ça? Alors sur la question de la réplicabilité des données, vous avez raison. La majorité du temps, c'est la dernière version de la base de données qui va primer. Donc c'est vrai que ça pose des problèmes de réplicabilité. Pour ce qui est du data scraping, c'est quelque chose auquel on fait face nous aussi pour avoir accès à des données, par exemple les données d'hydro. Qui sont typiquement qui posent typiquement ce genre de problème-là. Et souvent, les problèmes de légalité, c'est quand vous en faites une utilisation commerciale. Donc, si vous êtes un chercheur, probablement qu'il y aura un petit peu moins de problèmes que si vous avez une entreprise privée qui utilise ces données. Merci. Ça me fait penser que du coup, sur cette question de la maintenance des données et de l'archivage de ces données dans l'historique, ça fait partie peut-être des collaborations, là on parlait de silos aussi, mais qui peuvent être possibles. On comprend très bien que pour les entreprises privées privées qui font ces données-là, il n'y a pas forcément d'intérêt, il y a même un coût à garder l'historique. Mais là, il y a peut-être des partenariats intelligents à faire avec comme, notamment le monde académique, ou en tout cas ceux qui ont besoin de ces données, de la profondeur temporelle. Lucas, vous mentionniez que sur les indices, en tout cas, vous aviez une forme de série temporelle, mais où là, sur les microdonnées, on pourrait imaginer des partenariats pour que ce stockage soit externalisé vers l'académique, et trouver des solutions gagnant-gagnant, comme on dit. Je vous remercie beaucoup tous les quatre pour vos interventions, vos partages de connaissances et d'expériences. C'est le temps de la pause pour 10 minutes, Jean-Philippe, c'est ça? La pause se prend juste là et n'hésitez pas à venir voir nos intervenants si vous avez des questions, des commentaires, des sujets à discuter. À plus tard.